Pour les fluides frigorigènes, on va voir comment ces fluides-là réagissent courant d'un changement de phase à l'intérieur d'une installation frigorifique. Alors, un mélange liquide-gaz 134, si on a une bouteille avec un mélange, une partie gaz et liquide, dans ce type de R134A par exemple, dans une atmosphère à 20 degrés, donc la pression qu'on va lire sur la bouteille, c'est 4,7 bars. C'est la relation pression-température pour un mélange liquide-gaz de R134. Donc chaque gaz, chaque réfrigérant est là, bien sûr, c'est une relation pression-température qui correspond à ce gaz-là dans le cas de mélange, dans le cas de son mélange en état gaz et en état liquide. Alors chaque fluide possède sa propre relation pression-température. Il faut retenir que chaque gaz frigorigène, elle a sa composition, elle a bien sûr sa relation pression-température. Ainsi, un mélange liquide, si on prend par exemple le liquide R22 en même condition 20 température, on aura une pression de 8,1 bar. Alors vous voyez là qu'il y a une différence entre le gaz R404A, si on met une bouteille de mélange gaz et liquide du réfrigérant R134A dans les conditions de 20 degrés, on va voir une pression de 4,7. Alors si on met un autre gaz qui est le R22 dans les mêmes conditions, la lecture là c'est 8,1. Donc chaque gaz, on doit retenir que chaque gaz est là sa relation pression-température qui lui convient à lui-même et qui concerne ce gaz lui-même. Alors connaissant la température d'un mélange liquide-gaz d'un fluide, on peut connaître la pression et vice-versa. Donc si on connaît une des paramètres pour quel que soit le gaz réfrigérant, si on connaît la température, on peut savoir déduire la pression, et si on connaît la pression, on peut déduire la température. C'est pour cela, sur les manifolds, on trouve chaque gaz frigorigène, on trouve la graduation température et pression sur le même cadran. Alors, pour comprendre le circuit frigorifique ou bien la machine frigorifique, on doit faire une petite initiation de production de froid. Alors, on prend un gaz 134A, on peut faire la même initiation avec notre gaz. On a pris le gaz 134A, c'est un exemple. Alors, dans la bouteille gaz, il y a la partie liquide et la partie gaz, et il y a une vanne. Une fois que la vanne est fermée, donc il y a un équilibre vapeur gaz liquide, donc il n'y a pas d'ébullition. Mais quand on ouvre un petit peu la vanne, à ce moment-là, il y a un passage de la partie vapeur et la partie liquide essaie de faire une ébullition pour remplacer la partie perdue de vapeur pour avoir un équilibre. Alors dans ce cas-là, on est dans une ambiance à 20 degrés, une bouteille à l'état d'équilibre, on a ouvert la vanne, donc l'ouverture juste pour retenir une pression de 3,3 bars à l'intérieur de la bouteille. Donc on remarque que la bouteille elle a une température de 10 degrés. Alors si on ouvre aussi plus la vanne, donc il y a plus de passage de vapeur, donc on retient un bar à l'intérieur de la bouteille et on remarque que la température de la bouteille elle passe à moins 10 degrés. Donc chaque pression correspond à une température. Donc en ouvrant la vanne pour maintenir les pressions 1, on trouve qu'il y a moins 10 degrés. Donc si cette ambiance-là elle est fermée, donc la température ambiante, elle doit avoir la tendance à baisser. Alors voilà, justement, on met cette bouteille-là si on place la bouteille dans une enceinte isolée, la température de cette enceinte a tendance à diminuer. On a ouvert la vanne juste pour avoir un bar à l'intérieur de la bouteille. Donc, température sur la bouteille, c'est moins 10. Nous aurons une production de froid. Cette production de froid s'arrêtera dès qu'il n'y aura pas de liquide. Donc, si on met cette bouteille, on ouvre la vanne pour avoir un bar à l'intérieur de la bouteille, alors cette partie ou cette chambre qui est isolée, donc sa température a tendance à baisser et la température de la bouteille elle est à moins 10. Alors
dans ce cas-là, donc on a créé une climatisation ou un froid dans une enceinte, mais on a perdu de gaz. Donc la question, c'est comment, si on fait cette opération, comment récupérer le fluide frigorigène. Alors pour récupérer ce fluide, il n'y a qu'une seule solution, c'est de prendre ce gaz et de le comprimer, de le renvoyer à une autre bouteille. Alors si on fait cette opération-là, on prend le gaz à 1 bar et on comprime jusqu'à 8 bars pour le rendre. Donc on a choisi 8 bars parce que c'est la pression de liquidation, de condensation du Freon 134A. Donc on le met dans la pression, on met ce fluide-là, ce gaz-là, dans une pression 8 bars pour le rendre à l'état liquide. On remarque que la bouteille s'échauffe. Donc on a 35 degrés sur la bouteille. Alors, la solution, c'est une seconde bouteille extérieure, donc une bouteille extérieure, reliant l'ensemble avec un compresseur, dans laquelle le fluide se condense. Donc dans cette bouteille-là, le fluide se condense et élève sa température. Alors jusque-là, on a fait presque la moitié du cycle frigorifique. Si vous remarquez, il y a une partie d'évaporation de fluide qui crée du froid, et il y a une partie compression, et il y a une autre bouteille de condensation. Alors la moitié elle est faite, mais comment recycler ce liquide-là pour le retourner vers l'autre bouteille? Donc c'est une autre question, comment recycler le fluide frigorigène. Alors pour le recycler, on va ajouter un bypass qui se forme d'une petite vanne de réglage de débit pour faire une petite détente de ces gaz qui sont ce liquide qui est à 8 bars, on va le faire une détente pour créer un mélange gaz liquide pour qu'il retourne à son état dans la bouteille. Alors, en raccordant les deux bouteilles par une vanne de réglage de débit de liquide, le système revient autonome. L'ajout de cette vanne permet en effet de réintroduire le liquide produit dans la bouteille extérieure vers la bouteille intérieure. À présent, il ne reste plus que la régulation, c'est-à-dire d'avoir un thermostat quand cette température, parce que cette température elle a tendance toujours à descendre, quand on a une température voulue, donc on doit arrêter le compresseur de fonctionner. Alors si on fait une appellation à ces composants qu'on a mis dans cette expérience, donc la première bouteille c'est l'évaporateur, la deuxième bouteille c'est le condenseur, la troisième composante qui fait le réglage de débit, c'est le détendeur. Donc, elle fait la détente de liquide de 8 bars vers un mélange liquide gaz de 2 ou 3 bars. Donc, si on rajoute un compresseur, donc on a les 4 composantes essentielles et principales pour un cycle frigorifique. Donc, il y a les 4 composantes à retenir. Il y a un évaporateur, un compresseur, un condenseur et un détendeur. Alors schématiquement, si on peut voir ces composants réellement dans un schéma frigorifique, alors il y a la partie évaporation, donc il y a un détendeur, il y a un condenseur, il y a un compresseur. Bien sûr, dans un circuit frigorifique, il y a d'autres composants de sécurité, c'est pressostat HP haute pression, la pressostat basse pression, il y a un filtre déshydrateur, il y a un voyant de contrôle de la présence du liquide, il y a un électrovanne, il y a une bouteille liquide et il y a aussi une bouteille anti-coup de liquide. Alors si on veut parler de ces composants, à chacun son rôle, donc après la détente des gaz frigorigènes, donc il absorbe de la chaleur dans cette enceinte-là. Donc elle absorbe la chaleur et elle devient vapeur. Elle passe à travers une bouteille anti-coup de liquide, c'est une bouteille de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas passage de liquide vers le compresseur, parce que le compresseur il sait faire la compression que des gaz. Donc après, il y a la compression de ces gaz-là, elles sont envoyées avec une haute pression vers un condenseur, et sur le condenseur, elle cède sa chaleur vers le milieu extérieur, et le cycle revient vers l'évaporateur. Comme ça, on a une partie qu'on doit refroidir et un rejet de chaleur vers l'extérieur, en passant bien sûr par un compresseur et un détendeur.
Et on peut voir aussi, là on a mis une électrovanne, alors si on veut faire la régulation de la température dans cette partie-là, donc si on veut fixer une température sur un thermostat, donc la consigne qu'on a une fois qu'elle soit atteinte, donc il actionne cette électrovanne en fermeture, donc l'électrovanne va fermer, et le compresseur va continuer à faire sa compression, et avec une vanne fermée, bien sûr, la pression, elle doit augmenter jusqu'à dépasser la pression normale, et dans ce cas-là, le pressostat haute pression, ou le pressostat HP va faire l'arrêt du moteur. Donc c'est une régulation qu'on appelle la régulation pompe-dôme. Alors les groupes de production de froid. Il faut savoir que la partie la plus principale pour créer du froid, donc c'est un évaporateur, bien sûr un compresseur, un condenseur et un détendeur. Donc l'évaporateur, c'est le lieu où on doit créer l'évaporation du fluide frigorigène pour absorber de la chaleur. Donc absorber la chaleur, c'est de créer un refroidissement, bien sûr. Et un condenseur, c'est celui qui prend le gaz venant du compresseur pour le condenser, le rendre à l'état liquide, et un détendeur qui prend le liquide condensé et lui faire une détente avant qu'il rentre dans l'évaporateur. Alors le système à détente directe de climatisation, il y a à l'intérieur d'un système détente directe, toujours, c'est l'évolution d'un fluide dans les 4 composants qu'on a cités. Donc, au moment de l'évaporateur, un composant, là, donc il y a une colonne de composants. Composant évaporateur, son état, l'état, changement d'état, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le changement d'état des liquides vers la vapeur, au niveau de l'évaporateur. Température constante, on a parlé que la chaleur qui reçoit, qui capte l'évaporateur, c'est une chaleur latente, donc qui se fait à température constante. Pression constante aussi, c'est la BP. L'action que fait l'évaporateur, c'est refroidir l'air de l'atmosphère qu'on veut traiter. Alors le compresseur conserve l'état vapeur et fait une augmentation de température, augmentation de pression de BP vers l'HP, aucune action sur l'air. Alors le condenseur, changement de l'état de passage de vapeur, donc il fait un passage de la vapeur vers le liquide, température constante, c'est une chaleur de condensation latente, pression constante haute, donc il s'agit de la haute pression parce que le condenseur il reçoit des gaz à haute pression du compresseur, donc là c'est le réchauffement de l'air. Alors les détendeurs, début de changement d'état, donc au niveau des détendeurs, c'est qu'on reçoit de la vapeur ou du gaz venant du compresseur avec une haute pression et haute température aussi, on détend ce gaz-là, jusqu'à le début de changement d'avoir quelques gouttes de liquide qui apparaissent. Température, il va diminuer. Diminution de la pression de HP vers BP, et pour l'air, cette phase détente, il ne fait aucune réaction par rapport à l'air. Alors, on note bien que le changement d'état à température et à pression constante, on a parlé qu'au niveau de l'évaporateur, c'est un changement d'état à température constante et à pression constante. Et dans l'absorbeur, c'est un changement d'état aussi à température constante. Mais il faut noter que le changement d'état à température basse constante n'est valable que pour les frayons R12, R134, donc les gaz de première série. Alors les mélanges azotopiques, les mélanges qu'on a actuellement, avec lesquels on travaille actuellement, les R502, les R407, et ils ont un changement d'état qui s'accompagne d'une petite évolution de température de pression le long de l'évaporation. Donc, au moment de l'évaporation et de condensation pour ce type de gaz 502 ou les 407, ou bien les gaz qu'on appelle les gaz azotopiques et les gaz non azotopiques, les azotopiques et les R502, les non azotopiques, les R407, au cours de l'évaporation de condensation, il y a un petit changement, une petite variation de pression et de température le long de son changement de phase. Alors le groupe de production de froid, un groupe de production de froid engendre automatiquement la production de chaud. C'est cette chaleur qui est récupérable et il n'est impensable de voir un condenseur utilisé comme batterie chaude. Alors
ce qu'on veut dire là, donc dans un circuit frigorifique, donc on prend de la chaleur au niveau de l'évaporateur, de l'ambiance qu'on veut refroidir, pour la céder vers l'extérieur. Alors, dans cette phrase-là, on dit que dans ce cycle-là, il faut toujours s'attendre à voir un autre mécanisme de récupération. On peut toujours récupérer cette chaleur pour l'amener vers d'autres zones qu'on veut chauffer. Alors, je donne l'exemple là, c'est que quand on a une patinoire, donc la patinoire elle fonctionne toujours avec le même cycle, donc on arrache la chaleur au niveau de l'évaporateur qui est la grille des tubes sur la plateforme de la patinoire. Donc on arrache la chaleur, c'est en forme de la glace, mais cette chaleur-là, on ne la cède pas vers l'extérieur. Donc on essaie de faire le réchauffement des gradins des tribunes de la patinoire, et parfois on peut trouver à côté des piscines chauffées qui sont chauffées grâce à cette énergie qu'on récupère de la plateforme du patinoire et on la ramène pour chauffer l'eau d'une piscine. Donc cette chaleur-là qu'on rejette dans l'atmosphère, elle est toujours récupérable. Alors pour chaque gaz, pour connaître comment il varie, comment il change de phase, comment il change de comportement en fonction de la pression et de la température, il y a le diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de Mollier. Et il y aura un prochain tuto sur lequel on va faire les détails de l'évolution de gaz à l'intérieur d'un diagramme de Mollier. Alors ce diagramme-là, donc le R404, donc il y a un diagramme qui nous donne une partie, qui nous mentionne là une partie liquide du fluide. Il y a une autre partie, c'est la partie vapeur de fluide, et là, c'est la zone où il y a un mélange liquide et gaz. Donc, il y a trois zones sur le diagramme de Mollier. Une zone qui nous indique la partie mélange gaz et liquide, une zone qui nous donne la partie gaz, et une zone qui nous dit que la partie à 100% liquide. Et sur cette courbe-là, cette frontière, il y a la courbe de saturation liquide, et là, c'est la courbe de saturation en gaz. Alors, il y a des pourcentages, chaque fois qu'on se rapproche vers la partie liquide, donc il y a des pourcentages vapeur, 10%, 20%. Donc, il y a un tableau qui fait un résumé de tous les paramètres qu'on veut connaître sur un gaz frigorigène courant, son évolution en fonction de la température et de la pression. Alors là, il y a des pourcentages de fluide vapeur, il y a partie liquide et partie gaz et partie mélange. Alors, la courbe de température, on peut tracer aussi la courbe de température sur cette de ce réfrigérant-là dans un diagramme. On peut aussi avoir des enthalpies à chaque position, l'énergie que contient ce fluide frigorigène. On peut aussi connaître la pression de ce fluide frigorigène. Donc un fluide 134 A, il est représenté par un diagramme. Chaque fluide, il a un diagramme de Mollier qui donne des explications selon chaque phase, son enthalpie, sa pression et aussi sa température. Alors si on veut, sur le diagramme de Mollier, décrire un peu les phases qu'on a dit tout à l'heure, donc il y a là un compresseur, il y a un condenseur, il y a un évaporateur. Alors il y a une vanne de détente. Alors si on commence par la détente, donc il y a un liquide qui vient avec des hautes pressions, hautes températures. Au cours du détendeur, il fait baisser sa température et sa pression bien sûr. Donc cette ligne-là, c'est une ligne à température constante, c'est là où il y a l'évaporation, donc c'est le changement de l'état liquide vers l'état vapeur. Donc dans cette zone, selon le diagramme de Mollier, c'est une zone où il y a le mélange liquide et vapeur, mais on a tendance de s'évaporiser. À la frontière là, dans cette limite, il y a les gaz, il n'y a qu'une partie qui est gaz à température moins 3, qui rentre vers un compresseur, et le compresseur, donc il donne plus d'énergie, donc vous voyez sur l'axe là, c'est l'axe des énergies, donc il y a plus d'énergie, c'est une énergie mécanique qui donne plus de compression. Et après cette compression, donc il n'y a que le gaz à 100%,
elle rentre, donc elle baisse de température, elle rentre dans la phase de condensation. Donc à la phase de condensation, donc elle cède sa chaleur vers l'extérieur et elle revient vers l'étendeur. Alors on peut faire la valorisation énergétique de ces phases. Donc il y a la phase frigorifique. Frigorifique, c'est la différence entre l'énergie H2 moins H3, donc ça nous donne la puissance frigorifique. Et il y a aussi la puissance thermique, donc c'est là l'énergie en ce point-là. Donc ça, c'est une énergie en enthalpie en kilojoules par kilogramme. Donc H1 moins H2, ça nous donne l'énergie thermique. Il y a la partie fournie par le compresseur, c'est l'énergie mécanique, c'est H1 moins H2. J'espère que je n'étais pas lent sur ce module et à la prochaine fois, Inch'Allah.